Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous vous souhaitons un joli jeudi. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes bien installés toujours du côté de Bilbao, plus précisément au rond-point du 2 octobre pour la rubrique à la découverte 2 et pour vous présenter cette émission. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Adèle Semporé qui va partager des informations avec nous. Notre invité du jour, ou nos invités du jour nous viennent donc de l'association La Main qui aide. Nous recevrons sur ce plateau M. Elie Tiemtoré qui est le président de l'association et M. Daniel Ouedraogo qui est le secrétaire général de cette même association. Et nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau pour parler de leurs activités et parler de leurs événements. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant à la découverte du rond-point du 2 octobre. Nous sommes dans le mois d'octobre et pour cette première semaine, nous avons décidé de vous parler du rond-point du 2 octobre ou rond-point du 2 octobre 1983. Alors, le rond-point est situé dans le quartier Bilbao, il faut le rappeler, au centre-ville de Ouagadougou, et ce monument a un sens historique et social. Ce rond-point du 2 octobre a été mis en place suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 1983, lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, qui était le chef des révolutionnaires à l'époque. Beaucoup de personnes, beaucoup d'usagers, beaucoup de Ouagavillois passent et contournent ce rond-point, mais est-ce qu'ils retiennent l'histoire donc de ce rond-point ou est-ce qu'ils connaissent l'histoire de ce rond-point? Nous avons promené notre micro avec bien sûr la complicité de Abdoulaye Kinda pour recueillir les avis de certains citoyens, notamment d'étudiants. Nous y allons poursuivre ce micro-trottoir. La date du 2 octobre 1983 et c'est la date à laquelle Thomas Sankara, le président de la Haute-Volta, voilà, et comment on appelle ça, et après président du Burkina Faso, il a prononcé le discours du 2 octobre 1983. En tout cas, il a posé le piédestal, c'est-à-dire il a déposé les jalons même du développement du pays. Un peu partout, nous avons une révolution qui permettra en tout cas de faire développer le pays. Nous avons des barrages qui ont été construits et nous avons aussi des écoles et tout ça a été fait. Donc ça, il avait déposé effectivement les jalons. Donc c'était le pied, là, il a mis la route à ce que les gens puissent prendre pour se développer. Et bon, d'un côté, je peux dire effectivement, ils ont pu réussir à leur mission. Puisque actuellement, si nous voyons, d'après vous nous avez appris, nous avons eu les vaccinations en grande masse. Il y a les écoles qui ont été construites et ils avaient essayé d'éradiquer même les écoles sous Payotte. Mais malheureusement, bon, vous avez connu avec son assassinat. Donc ils ont interrompu effectivement cette avancée-là. Mais je me dis qu'actuellement, vous voyez, la révolution est toujours sur les jeunes actuellement. Puisque les gens travaillent toujours. Ils travaillent toujours à faire représenter, en tout cas faire sortir les principes de Thomas Sankara, même si c'est difficile. L'esprit révolutionnaire, en tout cas, les étudiants ont toujours ça. Parce que, pas les étudiants, toute la population. Puisque quand vous, le 14 octobre, et comment on appelle ça, voilà, 2014, je vais dire, vous avez vu ça. Tout ça, là, ce sont les germes de Thomas Sankara qui sont toujours en nous. Donc je me dis qu'on a toujours un esprit de révolutionnaire. Partout on parle de ça. Là où vous partez, on parle de Thomas Sankara. Vous partez à Cuba, Thomas Sankara. Là où vous partez seulement, c'est une identité même pour tout le monde. Il n'y a pas ce pays où vous allez partir, on va parler de Thomas Sankara. Partout où il passe seulement, partout où vous partez en tant que Burkinabé seulement, on dit Thomas Sankara, Thomas Sankara. Donc c'est une identité pour nous les jeunes et pour tout le monde, pour tous les Africains en réalité. Thomas Sankara faisait la fierté du Burkina. Il a œuvré dans la dignité pour le développement du pays. On a vu que, d'après l'histoire en tout cas, en 3 ans, le Burkina a excellé pour l'autosuffisance alimentaire au niveau sur le plan végétal. En tout cas, on voyait que chaque couple devrait planter un arbre. Chaque année, chaque personne devrait planter un arbre. Et puis, au niveau du FMI, on a vu que les dettes, on a vu une baisse des dettes. Avec son système de révolution, on voyait que non, il y avait un peu d'ordre.
Mais est-ce qu'il était aimé par la population? Pas totalement. Vu qu'il ne respectait pas les chefs coutumiers. Bon, et puis on voyait que non, l'armée, je ne me rappelle pas du nom en tout cas, on disait que l'armée, au niveau de l'armée ne laissait pas la population. Et puis au niveau de l'éducation, on voyait que non, qu'il a licencié des enseignants qui ont voulu se révolter. Voilà, ça a un peu joué sur l'éducation aussi. Merci beaucoup, madame. Ce qu'on peut retenir du 2 octobre 1963, c'est que Thomas Sankara a annoncé son discours d'orientation politique dans lequel il y avait beaucoup d'importants. Voilà, pour le développement, il a fixé les bases du développement tel qu'il concevait dans sa politique. Je n'ai pas suivi le discours en tant que tel, mais je sais qu'en réalité, Thomas Sankara, c'était la révolution. Il a vraiment déposé les bases de la révolution et que, bon, jusqu'à aujourd'hui, la jeunesse s'en inspire. La date du 2 octobre, c'est l'avènement de la révolution en tant que telle, c'est-à-dire la lecture du discours officiel, de la mise en place du pouvoir révolutionnaire, présidé par le capitaine Thomas Sankara, en compagnie de son ami fidèle, si on peut le dire, Blaise Compaoré. On se rappelle simplement les différentes dispositions qui avaient été prises, à savoir le sport qui devait être officialisé, le nettoyage des différentes villes à la fin du mois. Chaque ville devait organiser un nettoyage général. C'est ce que je me rappelle du discours, mais du côté carrément de la lutte du président, c'est le côté des femmes, l'émancipation de la femme qu'il a vraiment défendu. Il a aussi œuvré pour l'éducation nationale dans le pays. Et la valorisation aussi de notre coton, le faso d'Anfani, était son pouvoir, d'où chaque vendredi, si je me rappelle bien, aussi, de ce que j'ai entendu, tous les fonctionnaires devaient se mettre en faso d'Anfani. Et souvent, ils circulaient pour voir si vous étiez ou pas en faso d'Anfani. On peut dire que ça a eu des GISEC assez bons. Du côté du respect de nos chefs traditionnels, le président n'a pas su quand même considérer nos chefs coutumiers et religieux. Il les banalisait souvent et je crois que c'est ce qui l'a conduit plus à sa perte. Puisque dans un pays, la tradition ou les chefs traditionnels, la coutume doit être vraiment valorisée. Car un pays sans coutume ou sans... vraiment a perdu la majeure partie de tout ce qu'il avait comme potentiel. Merci à Abdoulaye Kinda pour ce micro-trottoir réalisé au niveau de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Et merci aux étudiants qui ont répondu aux questions de Abdoulaye Kinda. Nous parlons du rond-point du 2 octobre et bien sûr ce rond-point renvoie au discours d'orientation politique DOP de Thomas Sankara. Et puis bien sûr quand on parle du DOP, on parle bien sûr du capitaine Thomas Sankara et beaucoup ont axé leur témoignage sur bien sûr l'homme. Nous allons poursuivre avec cette émission et cette fois-ci nous allons faire le tour de l'actualité internationale mais bien sûr nationale. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Adèle Semporé qui est de retour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, ravie de te retrouver. Et également. Bonjour à tous les téléspectateurs, ravie également de vous retrouver. Merci bien Adèle. Alors pour aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Eh bien aujourd'hui, pour savoir ce dont traite donc les quotidiens, nous commençons à découvrir la une de journal L'Observateur Palga. À sa une, ce jeudi matin, on peut lire État-major général des armées, Gilbert Ouedraogo remplace Moïse Minongo.
Et puis, vous avez la photo du nouveau chef d'état-major général des armées, Gilbert Ouedraogo, à la une de l'Observateur Palga. Et relativement à cette nomination, on ne sait plus à quel CMGA se vouer. Entendez par CMGA, chef d'état-major général des armées. C'est un article à lire dans la rubrique Regard de l'Observateur Palga ce jeudi matin. Procès Thomas Sankara, ce sera finalement sans Blaise Compaoré. On peut lire à la une de l'Observateur Palga. Assise régionale sur l'éducation, les gouverneurs demandent l'implication de tous les Burkinabés. Jean-Paul Sawadogo, notre ancien Kobnaba n'est plus. Et puis à lire également le compte rendu complet du Conseil des ministres tenu hier. Nous sommes à présent avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien nous affiche également à sa une la photo du nouveau chef d'état-major général des armées, ministère en charge de la défense nationale, le général de brigade Gilbert Ouedraogo, nouveau chef d'état-major général des armées. À lire également dans les colonnes du journal Le Quotidien le compte rendu du Conseil des ministres. Autre sujet, 27e édition du FESPACO, la LONABé contribue à hauteur de 100 millions de francs CFA. Koundé 2021, 1265 œuvres musicales en compétition. C'est le compte rendu de la conférence de presse du comité d'organisation. Assise régionale sur l'éducation nationale du 13 au 15 octobre prochain dans l'ensemble des 13 régions. Nous passons aujourd'hui au Faso. Valse de Béré à la hiérarchie des forces armées nationales. Voici venus les jours du général Gilbert Ouedraogo, nouveau CMGA. Conseil des ministres, adoption de la politique de sécurité nationale, révision exceptionnelle du fichier électoral, Alpha Oumar Dissa, DG de la SONABI, Rémi Dandinou, ambassadeur du Burkina en France. C'est le point du Conseil des ministres. Et puis, autre actualité, région des Cascades, un Dozo et un assaillant tué à Noumoutier-Dougou. Koundé d'or 2021, 1665 œuvres enregistrées pour être sélectionnées. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso, ce jeudi matin, 27e édition du FESPACO, 100 millions de francs CFA de la LONABé pour l'organisation. Le déploiement du vaccin RTS-S chez les enfants, victoire d'étape contre la malaria. Allons-y à Bobo Dioulasso pour découvrir la une du quotidien Bobolais, l'Express du Faso. À sa une, le journal nous affiche ceci: Armée nationale, du sang neuf pour révolutionnariser la lutte contre le terrorisme, ou plutôt la lutte contre les terroristes. Une interrogation du journal. Autant le dire, mercenaires russes au Mali, ce que nous devons craindre au Burkina. Bamassa Ouattara, DG de la SNC, la Semaine nationale de la culture 2022 sera exceptionnelle. Sarah Maïga, présidente d'Elan, les personnes de petite taille sont très intelligentes. Arrondissement 7 de Bobo, des prix aux élèves et enseignants méritants. Et puis quartier Coco de Bobo, ces étudiants qui donnent une seconde vie aux déchets plastiques. Retour à Ouagadougou pour voir cette fois-ci la une du journal Le Pays qui s'intéresse à la tenue du sommet Afrique-France avec comme interrogation quel impact sur la politique des dirigeants africains. Et sur le même sujet, le journal a donné la parole à certains acteurs. C'est un sommet où le maître tient à maintenir sa caverne d'Alibaba, Dixit, Sompawende Ouedraogo de l'UNIRPS. Avec cette nouvelle orientation, Paris veut rectifier le tir selon Amadé Soro, il est journaliste. Et puis, le pays nous parle également de changement à la tête de l'armée avec comme titre Forces armées nationales, Gilbert Ouedraogo nommé général et chef d'état-major général. Et puis, Sokura, dans la commune de Dédougou, 5 fillettes sauvées in extremis de l'excision.
Révélation, télécommunications au Burkina, plusieurs installations sabotées par des terroristes. La santé dans nos assiettes, les bienfaits de la menthe. Actu foot, Maroc, victime d'intoxication alimentaire. La Guinée-Bissau refuse de jouer. Et puis les éditions Le Pays qui sont en deuil. Le Pays en deuil, le photoreporter Étienne Kafando n'est plus. L'information est à lire donc dans les colonnes de ce journal. Voilà ce que nous pouvons retenir comme information dans les journaux ce matin. Merci bien Adèle. Retour sur quelques sujets d'actualité et l'information qui a vraiment véhiculé et fait le tour des journaux. Hier, c'est notamment ce changement à la tête de l'armée. Est-ce qu'on peut encore savoir qui est peut-être le nouvel homme fort ou... Nouvel homme fort, je n'en sais rien pour le moment, mais je sais qu'il y a grand changement à la tête de l'armée. On ne sait pas si ces nouveaux hommes qui arrivent à la tête de l'armée seront véritablement de grands hommes. Grands hommes dans quel sens? On ne sait pas d'abord. On les attend en tout cas sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Et hier, vous avez pu certainement voir que des décrets sont tombés, des décrets du président du Faso qui nomme donc de nouveaux dirigeants à la tête de l'armée. Et depuis hier, l'armée burkinabé a un nouveau patron en la personne de Gilbert Ouedraogo qui était jusque-là donc l'adjoint de l'ex-CMGA Moïse Minungo. Alors Gilbert Ouedraogo a été nommé donc chef d'état-major général des armées burkinabé. Il a été dans le même temps élevé au grade de général puisqu'il était colonel-major. Il est désormais général et il remplace son patron donc Moïse Minungo pour être chef d'état-major général des armées. Il n'est pas le seul à être nommé. Il y a aussi le colonel Souleymane Ouedraogo qui est nommé chef d'état-major de l'armée de l'air. Il y a le colonel-major Omer Herman Bambara qui lui a été nommé chef d'état-major de la gendarmerie. À leur côté, il y a le colonel-major Venta Somé qui est nommé donc chef d'état-major général des armées adjoint. Et donc le colonel-major Venta Somé va donc épauler le nouveau chef d'état-major général des armées Gilbert Ouedraogo qui lui était l'adjoint donc de Moïse Minungo. Et on notera que c'est un changement qui intervient en tout cas quelques jours, on dira, de l'attaque du détachement militaire de Yirgou qui a fait malheureusement 14 soldats tués selon les chiffres officiels. C'est un changement aussi qui intervient après des discours du chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré, de son ministre délégué à la défense Barthélémy Semporé. On se rappelle que quand il a été nommé, le ministre délégué à la défense Barthélémy Semporé avait donc annoncé des mesures pour accompagner la lutte contre le terrorisme, pour accompagner donc les actions qui sont déjà menées sur le terrain. Il avait annoncé un changement stratégique à la tête de l'armée, mais aussi des actions stratégiques qui vont suivre donc les nominations au niveau de l'armée. Donc on imagine que ces nominations-là viennent après les mesures annoncées par le chef de l'État, mais aussi par son ministre délégué à la Défense, Barthélémy Semporé. Alors, pour certains, c'est une nomination de plus parce qu'ils sont nombreux encore, les Burkinabés, qui ne croient plus au changement à la tête de l'armée, qui se disent que c'est juste des changements qui se font comme ça, mais qui n'apportent pas grand-chose dans la lutte contre le terrorisme. Mais il y en a aussi qui pensent que le changement est nécessaire avec ce que nous vivons comme situation au Burkina Faso, notamment sur le plan sécuritaire. Il y en a qui pensent que c'est important de changer les hommes. Si ceux qui sont là ne peuvent pas nous amener de bons résultats ou ne peuvent pas nous amener d'excellents résultats, il faut essayer avec d'autres personnes et leur laisser
aussi la tâche et voir ce que eux aussi ils peuvent apporter dans la lutte contre le terrorisme. Et donc on espère que les actions vont suivre les nominations, que les choses vont réellement bouger. S'il y a changement à la tête de l'armée, on espère que la hiérarchie en tout cas se mettra en ordre de bataille pour que nous puissions vaincre le terrorisme, que des actions concrètes suivent d'ici la prise de fonction, que des décisions fortes suivent. Dans les colonnes de l'Observateur Palga aujourd'hui, on peut avoir quelques informations sur le nouveau chef d'état-major général des armées. L'Obs nous fait un peu sa bio express. On retiendra que Gilbert Ouedraogo, le nouveau patron de l'armée, âgé aujourd'hui de 59 ans. Il était jusqu'en 2018 l'adjoint de Moïse Minungu, qui lui était chef d'état-major général des armées. Je précise que Moïse Minungu aurait passé un peu plus de 2 ans à la tête de l'armée, parce que la nomination de Gilbert Ouedraogo intervient donc est intervenue hier, 6 octobre 2021, et donc à environ 2 ans et demi après la nomination de Moïse Minungu. Et donc on retient aussi que Gilbert Ouedraogo était attaché de défense près de l'ambassade du Burkina Faso en Éthiopie et auprès de l'Union africaine. Il a été chef du cabinet militaire de la présidence du Faso sous Blaise Compaoré. Il a même été aide de camp de Blaise Compaoré. Il a été commandant de brigade et instructeur à l'académie militaire Georges Namoiano de Pau. Il a été aussi, où il est, pour parler de décoration, il est commandeur de l'ordre de l'étalon depuis 2018. Donc c'est quelques points que j'ai pêchés, mais sa biographie, en tout cas, peut être parcourue dans les colonnes de l'Observateur Palga. Et l'Observateur Palga aussi fait un commentaire après le changement intervenu à la tête de l'armée. Vous avez vu que l'Obs a titré dans sa rubrique « Regard sur l'actualité » qu'on ne sait plus finalement à quel chef d'état-major général se vouer. Donc c'est pour dire, dans l'article en tout cas, le journal est revenu un peu sur le passage des chefs d'état-major général des armées, de Moïse Minungu jusqu'à ses prédécesseurs. Le journaliste retient que tous ceux qui sont passés avant Gilbert Ouedraogo, le nouveau chef d'état-major général des armées, ont passé en gros moins de 3 ans à la tête de l'armée. C'est pour dire que c'est une place qu'on ne peut pas occuper pendant une longue période. Il faut attendre fréquemment à des changements avec la lutte contre le terrorisme que le Burkina mène aujourd'hui. Et donc le journaliste estime que il se peut encore que dans moins de 3 ans, on ait encore un nouveau chef d'état-major général des armées, parce que tous ceux qui sont passés avant Gilbert Ouedraogo n'ont pas fait plus de 3 ans, certains même moins de 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, avant d'être remplacés par d'autres personnes. Il estime que c'est de bonne guerre si on veut poursuivre donc la lutte contre le terrorisme, mais il signale aussi qu'il faut que les actions suivent. C'est ce que nous tous on attend d'ailleurs, que les actions concrètes suivent. Adèle, nous allons avancer, le temps risque de nous faire défaut. Et hier, c'était le Conseil des ministres. Exactement. Et il y a quelques points aussi qui ont été évoqués. Est-ce qu'on peut revenir sur ces points? Il y a quelques points qui ont été donc évoqués lors du Conseil des ministres. On retient donc le changement intervenu à la tête de l'armée, mais au-delà de ce changement, il y a d'autres décisions qui ont été prises, notamment l'examen donc d'un rapport sur la stratégie nationale de la politique, de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit donc d'un document, selon le ministre délégué à la Défense, qui comporte donc 10 axes majeurs pour donc lutter efficacement contre le terrorisme au Burkina Faso. Et selon Barthélémy Semporé, il est temps que les Burkinabés taisent donc les discours haineux et que les Burkinabés s'unissent pour en tout cas faire front au terrorisme. Et il a souligné que au nombre de ces 10 axes stratégiques, il y a la réorganisation de la coordination de la lutte contre le terrorisme. On imagine réorganisation qui est intervenue également à la tête de l'armée. C'est sûr que d'autres réorganisations vont suivre pour une stratégie de lutte efficace. Il a aussi parlé de l'organisation d'un séminaire gouvernemental pour donc discuter et arrêter des actions fortes qui vont suivre ce qui est intervenu.
Au nombre également des actions donc abordées hier en Conseil des ministres, on retient aussi que le gouvernement a échangé sur la stratégie nationale de la sécurité, en rapport avec le rapport qui a été donc examiné, et le gouvernement a annoncé que des actions vont suivre donc la stratégie qui a été examinée. Il y a aussi le code, le fichier électoral qui sera donc révisé à titre exceptionnel, donc pour la période de novembre à pratiquement décembre, certainement pour permettre la bonne tenue des élections municipales qui sont annoncées. Donc, pour parler des nominations, on retient rapidement que Rémi Danginou, qui était l'ex-porte-parole du gouvernement, est nommé ambassadeur du Burkina en France. Il est également le délégué permanent du Burkina Faso auprès de l'UNESCO et il est le représentant personnel du président du Faso auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Au titre aussi des nominations, l'ex-ministre de l'Énergie, Alpha Oumar Dissa, est nommé directeur général de la SONABI. On imagine que c'est une nomination qui fait suite à cette affaire de trafic de carburant qu'on connaît depuis quelques jours, avec l'enquête qui se poursuit donc sur le terrain, avec l'interpellation de plusieurs personnes et même l'interpellation de plusieurs douaniers, un directeur régional de la douane, des douanes aussi interpellés, et les informations faisaient état que des têtes à la SONABI pourraient donc tomber. On imagine que c'est la suite de l'affaire qui se poursuit. Alpha Oumar Dissa remplace donc le directeur de la SONABI. Il est donc nommé comme DG de la SONABI. Donc on attend de voir la suite de l'affaire pour le carburant. Apparemment, quand on est ministre et qu'on sort en fait du gouvernement, le poste auquel il faut s'attendre, c'est notamment le poste d'ambassadeur quelque part, apparemment. Bon, certaines personnes présentent le poste d'ambassadeur comme un garage, parce que quand vous êtes après les fonctions de ministre, on ne sait plus où vous mettre, on ne sait plus quelle fonction vous donner, et donc facilement où on peut vous mettre, c'est une ambassade pour que vous représentez le chef de l'État dans un autre pays. Alors Adèle, notre temps est terminé, mais on va aborder rapidement justement ce dernier point qui est important, parce que le Forum national de la jeunesse, c'est aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, donc, la cérémonie d'ouverture aujourd'hui pour le Forum national de la jeunesse qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, donc 3 jours pratiquement, du 7 au 9 octobre prochain. Le Forum national qui est devenu un rendez-vous biennal parce qu'il se tient chaque 2 ans, et c'est un rendez-vous qui rassemble de milliers de jeunes. Cette année, Covid-19 oblige, et pour respecter donc les mesures barrières à la maladie, ils sont 1000 jeunes qui seront donc là pour le rendez-vous de la jeunesse, donc des jeunes des 13 régions qui se retrouvent pour parler de leurs préoccupations, mais aussi pour parler de leur contribution au développement socio-économique du Burkina Faso. Cette année, le thème retenu, c'est réconciliation nationale, rôle et place de la jeunesse, parce que l'actualité au Burkina, c'est la réconciliation nationale, faire en sorte que les Burkinabés se réconcilient, faire en sorte que le Burkina laisse ce qui est passé et avance, et on attend de cette jeunesse-là sa contribution à la réconciliation nationale. Il faut préciser qu'il y aura un face-à-face entre les jeunes et le président du Faso qui interviendra certainement demain ou samedi selon le programme. Donc un rendez-vous au cours duquel les jeunes vont exposer leurs préoccupations face au chef de l'État et aussi face à certains ministres du gouvernement. Mais selon les informations, le président du Faso attend que les jeunes apportent plus des contributions que d'exposer, comme les années précédentes, leurs préoccupations, que les jeunes en tout cas fassent des propositions allant dans le sens de la réconciliation nationale, allant dans le sens du développement du Burkina Faso. Donc Savane Média est au cœur de cette actualité. Nous serons là à Koudougou. Il y a une équipe qui est déjà sur place à Koudougou pour
nous rapporter les informations sur la cérémonie d'ouverture et on suivra aussi les autres activités parce qu'il y a des panels qui seront organisés, il y a plusieurs activités qui sont au menu pour permettre en tout cas un échange franc entre les jeunes et les autorités. Merci bien. Et nous savons que dans le traitement de l'information tout au long de cette journée, l'équipe de la rédaction va revenir sur l'information concernant le Forum national de la jeunesse. Merci Adèle. Merci à toi journée. Et très belle journée. Merci à toutes et à tous. Reste avec nous, nous allons découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. Vous le savez, chaque jour dans cette émission Bonjour le Faso, nous recevons un invité pour la rubrique invité du jour. Des invités qui peuvent nous venir d'horizons différents et qui peuvent justement être de différents domaines. Aujourd'hui, nous recevons des membres d'une association qui accompagne les femmes économiquement. Alors, nous allons découvrir donc nos invités après ce jingle. Pour la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Monsieur Eli Tiemtoré. Il est le président de l'association La Main qui aide. Bonjour à vous, Monsieur Tiemtoré. Bonjour, Madame Nikema. Merci d'être là. Merci. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de Monsieur Daniel Ouedraogo. Il est le secrétaire général de l'association La Main qui aide. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Nikema. Alors, merci à tous les deux d'être là. Déjà, le nom de votre association, c'est La Main qui aide. Pourquoi le nom La Main qui aide? Ok. Merci beaucoup, Madame Nikema. Et avant de dire quoi que ce soit, je voudrais, dans un premier temps, avoir une pensée positive. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement frappés par les terroristes. Et je voudrais avoir une pensée positive à ces personnes-là qui sont tombées. Et vous dire merci pour cette occasion que vous nous offrez et de nous exprimer, de vous présenter notre association. Alors, pour revenir à votre question, La Main qui aide, pourquoi La Main qui aide? Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de maintenant, depuis un certain temps, nous rencontrons, nous avons remarqué que la pauvreté a un visage féminin. Okay? La pauvreté a un visage féminin et il y a l'insécurité grandissante. Et qui parle d'insécurité, vous savez, les gens tombent sur le terrain de combat et il y a derrière des femmes qui restent, qui sont des veuves. Et il y a la question de la mendicité qui est là et nous remarquons que la mendicité a un visage féminin. Et c'est tout ça qui nous a c'est ce qui a provoqué la création de cette association. Donc la main qui aide pour dire une main qui aide, toutes les mains n'aident pas. Et ici, nous avons... Vous avez décidé d'avoir une main qui aide, donc une main qui accompagne les femmes, surtout à s'épanouir économiquement. On va plus comprendre les objectifs de votre association. Alors, Monsieur Tiemtoré, pourquoi déjà vous avez décidé d'accompagner les femmes? Alors, peut-être que je suis allé un peu rapide. Pourquoi nous avons essayé d'accompagner les femmes? Les femmes sont de plus en plus cette marge de la population qui vit dans la pauvreté. Et c'est vraiment l'un des points focaux, ce qui nous a motivés. Notre objectif, pour revenir à votre question, nous avons un double objectif, côté social et économique. Alors, sur le plan économique, nous accompagnons les femmes à se réaliser. Nous pensons à l'autosuffisance, à accompagner les femmes pour qu'ils puissent mettre en place des activités génératrices de revenus et surtout comment gérer ces activités génératrices de revenus. Et pourquoi les femmes? Nous pensons qu'il est temps maintenant, parce qu'il y a un effort qui est fait au niveau du gouvernement, mais ce n'est pas suffisant. Et nous voulons, en tant que jeunes, apporter notre contribution pour aider nos mamans qui sont dans des difficultés. Monsieur Ouedraogo, La Main qui aide existe depuis quand? Et qui sont les membres qui composent cette association? Merci. La Main qui aide existe officiellement depuis le 6 mai 2021, mais c'est une initiative qui a été entreprise depuis 2020, avec les démarches pour avoir les papiers à jour. Officiellement, c'est le 6 mai 2021. La Main qui aide est composée de 8 personnes, c'est-à-dire le bureau exécutif. Vous parlez du bureau exécutif, mais en principe, pour les membres en général de cette association, est-ce qu'on retrouve à l'intérieur des étudiants, des travailleurs, ou bien on retrouve tout le monde dans cette association? On retrouve les travailleurs, on retrouve des étudiants également,
au sein de l'association. D'accord. Et vous avez déjà mené des activités. Est-ce qu'on peut revenir sur les activités que vous avez déjà menées, M. Tiemtoré? Oui, merci Madame Nikiema. Nous avons mené un certain nombre d'activités. Vous savez, comme nous accompagnons les femmes dans le domaine de la gestion des activités génératives de revenus, et nous avons pensé qu'il est nécessaire d'apporter ce qu'on appelle des renforcements de capacités. Alors, dans la région, dans le centre, à Samba, plus précisément, dans un village qui est situé sur la route de Fada, nous avons accompagné les femmes du village de Manakosombo, et en les accompagnant dans la thématique de la gestion des activités génératives de revenus. Et le thème principal, c'était la nécessité de l'épargne. Et au sortir de cette formation, nous avons pu accompagner une dizaine de femmes avec des fonds. Voilà. Et je note qu'ici, nos fonds, ce ne sont pas des grosses sommes que nous attribuons parce que c'est vraiment l'extrême pauvreté. Et ce sont des petites sommes. Et à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des femmes même dont le besoin peut-être c'est 5 000 francs CFA. Ah oui. Et nous avons estimé peut-être 25 000 francs puisque nous avons une barre de 25 000 francs. Mais sur le terrain, à Manakosombo, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des femmes qui avaient besoin que 5 000 francs pour gérer leur activité générative de revenus. C'est des femmes qui vendent des beignets, qui vendent des galettes, qui vendent vraiment des activités micro. Qui c'est vraiment micro. Et voilà. Donc, on a compris, hein, ce sont vraiment des petits crédits que vous accordez à ces femmes-là. Vous avez dit allant peut-être de 5 000 à 25 000 pour le maximum. Mais comment vous, à votre niveau, vous réunissez cet argent? Ok, merci. Il faut dire que, comme le secrétaire général l'a dit tout de suite, notre association, c'est une jeune association. Pour le moment, ce sont les fonds des membres fondateurs que nous sommes. Et ça veut dire c'est les cotisations et les participations. Nous avons commencé avec ces fonds-là pour accompagner. Nous avons un certain nombre de personnes qui nous ont accompagnés, mais vraiment avec des sommes qui ne sont pas... déjà, nous profitons les dire merci pour ce qu'ils ont fait et nous pensons que les jours à venir, à partir d'aujourd'hui, ils vont accorder encore et attacher du prix encore à ce que nous faisons. Sinon, pour revenir à ce que vous dites, ce sont nos cotisations primaires que nous faisons. Mais quand vous accordez en fait ce crédit-là, même si c'est un petit crédit selon vous à ces femmes-là, et vous l'avez dit sur le terrain, elles en ont besoin, comment est-ce que après, c'est vraiment un don ou bien c'est un prêt? Est-ce qu'après elles remboursent? Ok, faites bien de nous poser cette question. C'est très intéressant, c'est très important. Et il faut dire que ce sont des prêts et nous attendons un retour. Et la particularité ici, c'est que ce ne sont pas des prêts rémunérés. En fait, il n'y a pas d'intérêt. Okay? Et si on vous donne, c'est l'aide au développement, hein? Si on vous donne 5 000 francs, vous êtes redevable de 5 000 francs. Vous remboursez 5 000 francs pour que nous puissions utiliser cette même somme-là pour aider d'autres personnes qui sont dans la précarité. Et au bout de combien de temps, par exemple? Pour le moment, quand on a implémenté le projet d'ailleurs même s'appelle Une femme, un sourire, il faut le souligner. Quand on a implémenté ce projet, nous avons demandé à chaque femme de nous situer vraiment un deadline pour payer et rembourser le crédit. Donc, le 28 août passé, nous avons octroyer une somme allant autour de 200 000 francs à des femmes. Entendez par là, il y a des sommes de 5 000, 10 000, 20 000. Détachées quand même. Détachées. Ok, et puis après, ce sont les femmes aussi qui s'organisent pour voir à partir de combien de temps elles peuvent justement vous remettre votre argent et vous les accompagner. Ok, oui, c'est ça. Parce que sur le terrain, nous travaillons à créer des groupements de femmes. C'est ça l'idée aussi. Puisque c'est amener les femmes à se dire que tout est possible. Mais dans la main, elles peuvent faire quelque chose. Et nous, après ce groupement-là, elles ont un responsable et avec le responsable, elles s'organisent, elles peuvent voir comment est-ce qu'elles peuvent faire leur état des échéances de règlement. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous êtes allé proche de ces femmes-là. Vous avez déjà choisi donc Samba pour justement mener cette activité. Quand vous rencontrez ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Pourquoi, en termes économiques,
elles sont vraiment au bas niveau, pourquoi elles n'arrivent pas à développer leurs activités? Est-ce que, parce que vous avez dit que vous les accompagnez par la formation aussi, ensuite par les dons, est-ce que c'est parce que souvent elles ne savent vraiment pas vers qui aller ou elles ne savent pas quelle activité mener? C'est pour ça qu'elles sont dans la précarité financière, ou bien quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Sur le terrain, on a constaté déjà, elles ne savent pas quelle structure s'adresser. Et bon, si on regarde de façon récurrente, les femmes sont d'une exclusion financière. Aller des structures adéquates pour avoir des fonds, pour les amener à promouvoir leur activité, et n'ont pas d'accès. Nous, on a vu la main qui aide, comment accompagner ces femmes. Pas forcément besoin d'intérêt ou encore qu'on dise de venir garantir quelque chose pour avoir les prêts. Et quand vous êtes allé pour cette activité, comment ces femmes ont accueilli l'aide de votre association? Merci. Et vraiment, je ne sais pas quels sont les termes qu'il faut employer. J'étais vraiment touché. J'étais vraiment touché de savoir que à quelque part, il y a des personnes qui ont besoin d'un 5 000 francs CFA que d'autres vont utiliser dans des deniers de poisson, qui vont gaspiller avec, entre guillemets, des choses qui ne sont pas vraiment honorables. Donc, à l'arrivée, les femmes nous ont accueillis vraiment avec un air jovial. Et nous sommes dit que si vraiment on ne l'avait pas fait, il fallait vraiment créer cette association. Mais hormis ces petits crédits ou ce projet qui consistait, une femme, un sourire, c'est le nom donc de ce projet, qui consistait à octroyer des petits crédits à ces femmes-là pour leurs activités génératrices de revenus, est-ce que la main qui aide se tourne vers d'autres activités? Est-ce que vous avez d'autres activités? Merci. Et nous avons pas mal d'activités. Je vous ai dit tantôt qu'une femme et un sourire, c'est le projet pilote, en fait, c'est le premier projet que nous lançons pour pouvoir toucher un certain notre public cible. Sinon, nous avons déjà parmi nous des gens qui sont dans la santé. Alors, nous avons pensé la question de la santé, la question de l'écologie. Alors, donc, nous faisons la promotion de l'éco-citoyenneté, voilà, et nous faisons la promotion des cultures de maraîchage, les cultures de contre-saison, puisque nous savons que la plupart de ces femmes-là sont en milieu rural. Et voilà un certain nombre d'activités que nous menons. Donc il y a le social qui est là, et avec nos partenaires, nous essayons de cibler. Nous avons une association ici qui est partenaire, qui est à Marxombo, qui nous accompagne parce que cette association aide les veuves. Et nous, notre aide s'appuie sur des activités qui existent. Donc nous venons à partager souvent des vivres et puis bien d'autres soutiens sur le plan social, bien sûr. Vous avez dit que vous faites des sensibilisations aussi, notamment au profit de ces femmes-là. C'est dans quel domaine? Et les sensibilisations, c'est le vivre ensemble déjà. Parce que la plupart, ce sont des veuves qui sont marginalisées, ce sont des gens dont leurs maris sont tombés sur le terrain des combats avec les terroristes. Donc nous essayons de les accompagner, de les faire comprendre qu'il est toujours possible de s'insérer dans la société. Voilà. Et j'allais en venir. Nous, on a un autre combat aussi qui est d'aider les femmes à quitter les voies dans la mendicité. Parce que nous remarquons que de plus en plus, les femmes sont, si vous regardez dans les artères de la ville, les femmes sont au niveau de nos feux tricolores en train de mendier. Et c'est une sensibilisation aussi que nous faisons pour essayer de les recaser sur le plan social. Vous êtes une jeune association, vous l'avez dit, officiellement vous existez il y a quelques mois. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre mission d'aider ces femmes? Monsieur Ouedraogo? Oui, et les difficultés sont d'ordre économique, comme ce qu'il avait bien souligné. On est parti de la base avec nos propres fonds. Et je profite de l'occasion pour appeler les bonnes volontés à venir, puisque les femmes sont nos mamans, leur développement économique, leur développement social, c'est profiter à tous. La femme épanouie socialement et économiquement, c'est bon pour le développement d'une société. Pour ajouter... Merci, c'est d'ailleurs même la vision. Nous pensons que le futur et le présent du Burkina ou nulle part ailleurs ne peut se construire sans la femme comme un acteur épanoui socialement et économiquement. Donc, c'est ce que nous pouvons ajouter. Et pour abonder dans le même sens, nous invitons les bonnes volontés, comme nous l'avons si bien dit,
nous avons commencé avec nos fonds. Nous sommes des travailleurs, la plupart, il y a des élèves. Il y a des élèves même, je souligne, il y a des étudiants. Mais nous pensons qu'avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Et nous aurons des partenaires qui vont nous accompagner. Maintenant, pour ces femmes-là, certaines peuvent être intéressées, pour ces femmes qui souhaitent peut-être avoir vos petits crédits, comme vous les appelez, pour justement démarrer une activité, quelles sont les conditions à remplir? Alors, il n'y a pas, il y a des conditions, mais les conditions ne sont pas, il faut vraiment être, c'est nous d'abord qui faisons le pas, parce que c'est nous qui licencions les femmes. Okay. Voilà, ici, la plupart des femmes ne viennent pas vers nous, c'est nous qui licencions les femmes, parce que nous avons des témoins, nous avons des personnes qui sont, et je profite de l'occasion pour saluer une association qui est à Kaya, voilà, qui est pilotée par le président de la jeunesse de Kaya. Donc nous avons des femmes qui sont sur le terrain, d'autres sont dans les zones de déplacés internes, et nous essayons avec nos partenaires sur place de sélectionner les femmes que nous pouvons accompagner. Donc les femmes ne viennent pas vers nous. Peut-être avec le temps nous allons y arriver, mais pour le moment c'est nous qui allons vers les femmes. Mais nous constatons d'abord si la femme est dans la précarité, elle est dans le besoin. Voilà. Est-ce que c'est une veuve? Est-ce que c'est une personne? Donc vous connaissez votre cible et c'est vous qui détectez justement ces femmes en difficulté pour les accompagner. Maintenant, si entre-temps nous avons des femmes qui viennent vers nous, si les conditions sont remplies, si la personne vraiment est dans le besoin, nous n'hésiterons pas. D'accord. Alors nous tendons vers la fin de notre entretien. On va parler maintenant de vos projets à long et court terme, notamment de l'association La MEC qui aide. Quels sont vos projets? Ok, et nos projets déjà, et nous avons le lancement officiel qui se tiendra le 30 octobre à la salle de conférence du ministère de l'Environnement, l'avenue Joseph Kizerbo, professeur Joseph Kizerbo. Ici, nous avons invité notre parrain qui est, si vous me permettez, qui est le docteur, le ministre des ressources halieutiques, animales et halieutiques. Et nous avons notre maman qui a décidé de nous accompagner, co-parrainer l'événement qui est le gouverneur de la région du Centre-Sud, Madame Cabré et Zosiane Zungrana. C'est ça, c'est ce que nous avons comme projet à court terme. C'est lancer le mouvement, l'association, donc officiellement. Et ça se passe quand? Et ça se passe le 30 octobre, 30 octobre. Aux environs de 9h que nous allons commencer la cérémonie. Et à cette cérémonie, nous allons profiter, l'un des objectifs que nous recherchons aussi, c'est avoir des adhérents. Nous allons profiter, donner la possibilité à tous ceux-là qui veulent, sont éprises de justice sociale, et de nous accompagner dans ce sens. Donc c'est déjà un projet à moyen terme. Est-ce qu'on peut avoir une idée des conditions à remplir aussi pour vous rejoindre, pour être membre de la MEC qui aide? Le secrétaire général, d'accord, allez-y. Ok, il suffit d'être feuille de justice pour nous rejoindre et répondre des critères et suivre nos engagements et nos objectifs. Voilà, il y a des droits d'adhésion. On doit vous soumettre nos statuts et règlements. Si vous épousez également, vous pouvez adhérer à notre association. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Vous savez, la plupart des associations commencent avec les droits d'adhésion. Nous, si vous pouvez participer avec la somme de 20 000 francs. Voilà, c'est 20 000 francs pour adhérer à notre association. Parce que nous avons ciblé déjà notre public qui a besoin des sommes. Donc, une fois que vous participez, si vous êtes membre de l'association, ça veut dire que vous serez une femme. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ce que les gens peuvent se poser comme question, vu que vous placez des petits crédits, même si vous le dites, ce ne sont pas des crédits avec des intérêts où vous allez récolter l'argent après et puis avoir un pourcentage ou avoir des bénéfices. Après, les gens vont se demander, bon, pour l'adhésion, je paye 20 000 francs pour être membre de l'association, dans le but justement d'accompagner des femmes à s'épanouir économiquement. Mais après, qu'est-ce que je gagne en termes de retour? Ok, c'est vrai, et la plupart des gens vont se poser certainement cette question. Nous avons déjà un partenaire qui nous a demandé de lui faire le point, et nous l'avons fait. Parce que nous avons des gens qui nous demandent, une fois que vous posez le crédit, et vous allez me rembourser le montant que je vous ai octroyé uniquement. Donc, nous avons remboursé une personne
Donc c'est pour vous dire que c'est vrai, les gens ils sont attachants, ils sont attachés à nous accompagner, mais ils nous demandent aussi de les rendre compte. Et pour revenir à votre question, nous avons mis en place des moyens pour pouvoir rembourser ces personnes-là. Et nous savons également que c'est très difficile de nos jours vraiment d'utiliser les fonds des gens sans vraiment que ces personnes-là aient de l'intérêt. Okay? Parce que chacun va se dire, mais qu'est-ce que je gagne? Alors, pour gagner en aidant la société, voilà, c'est le social. Nous ne sommes pas une microfinance, je souligne. Nous ne sommes pas une microfinance, donc vous ne pouvez pas attendre quelque chose d'intérêt. Ce que nous faisons, puisque parmi nous, il y a des gens qui ont des activités. Par exemple, on a un partenaire qui a un terrain et les femmes viennent cultiver sur son terrain. Les femmes que nous allons sélectionner viendront cultiver sur son terrain et en retour, il va rémunérer ces personnes. Mais lui, ce qu'il gagne derrière, c'est qu'on a cultivé son champ. Voilà, et il va les payer. Voilà une femme qui est dans la rue, on l'appelle. Avec un contrat, on négocie avec cette personne qui a une terre, peut-être qu'il n'exploite pas. Les femmes vont exploiter le terrain et nous sommes regardants. La personne va payer. Et en retour, tu as ton exploitation qui est bien gérée. Puisque votre objectif aussi, l'un de vos objectifs, c'est de faire sortir aussi certaines femmes de la situation de mendicité. Est-ce que vous avez déjà abordé ces femmes? Est-ce que c'est difficile de les raisonner? Très très difficile. Et ça me rappelle la semaine passée sur Charles de Gaulle, il y a une femme que j'ai rencontrée qui me disait que, écoute monsieur, je gagne ma vie sur dans la mendicité. Dans la mendicité. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut gagner sa vie? Mais la mendicité ne peut pas être éternelle, madame. Donc je lui ai conseillé, je lui ai dit, écoute, nous sommes une association, nous sommes prêts à t'accompagner. J'ai gardé contact et malheureusement hier la même dame elle était là, mais je pense que petit à petit nous allons y arriver puisque je l'ai à l'œil et je vais m'approcher de cette dame là et voir dans quelle mesure nous pouvons l'accompagner. C'est pour vous dire que c'est pas facile. Merci bien. Alors c'est presque fini pour notre entretien. Nous allons bien sûr vous permettre de laisser des contacts parce que vous avez demandé justement à d'éventuels partenaires aussi de vous accompagner pour que vous puissiez accompagner ces femmes pour qu'elles puissent s'épanouir économiquement. Donc des contacts, monsieur Thiem Touré. Ok, merci. L'association est située à l'arrondissement numéro 10 de la ville de Ouagadougou. Et nous répondons au numéro 61 88 00 00. Ok. Le 61 88 00 00. Et bien sûr, le numéro était affiché en bas donc, de l'écran. Les téléspectateurs pourront prendre ce numéro pour vous appeler. Merci bien, monsieur Thiem Touré et monsieur Ouedraogo d'être passés sur notre plateau. On vous souhaite bon succès. Je rappelle que dans l'entretien, nous recevions M. Eli Thiem Touré, il est le président de l'association La Main qui aide. Et M. Daniel Ouedraogo, il est secrétaire général de l'association La Main qui aide. C'est une association, il faut le rappeler, qui accompagne économiquement les femmes vulnérables avec des petits crédits pour que ces femmes puissent exercer des petits métiers et s'épanouir économiquement. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Nous poursuivons avec cette émission. Maintenant, nous recevons des annonceurs sur ce plateau et c'est pour la rubrique Bonnes affaires. Et maintenant, nous allons aller au stade ou sinon donc sur le terrain de football puisque nous parlons d'un tournoi de Maracana avec l'association pour le développement des jeunes. Nous sommes avec le président de cette association, M. Bourema Zono. Bonjour, M. Zono. Bienvenue. Alors également sur ce plateau, monsieur Bandé Herman Wilfried, il est le président du comité d'organisation du tournoi Maracana. C'est un tournoi organisé justement par l'association pour le développement des jeunes. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci à tous les deux d'être là. Avec vous, nous parlons de tournoi donc, de Maracana. Mais déjà pour commencer, je m'adresse au président de cette association. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter votre association, l'association pour le développement des jeunes? Bon, merci madame pour l'invitation. La DG et l'association pour le développement des jeunes, c'est une association qui regroupe des jeunes de l'arrondissement 8. Et nous sommes basés à Norin.
Ah, Norin. Donc, ça veut dire Norin, ça veut dire que là-bas, là, tout est doux. Voilà. C'est ça? Les quartiers Norin, à l'arrondissement 8. D'accord. Voilà. Et l'association a été créée en 2016 et ça regroupe au maximum une centaine de personnes. Voilà. Depuis 2016, nous menons des activités dans la formation et dans l'emploi des jeunes. Parmi ces activités, nous avons eu à mener des activités de formation en élevage. Nous avons eu à former des jeunes à avoir des permis de conduire et à les tournois Maracana. Et nous sommes à la 2e édition. La 2e édition. Et on va parler bien sûr de ce tournoi Maracana, 2e édition. Comme il y a le président du comité d'organisation sur ce plateau, c'est la 2e édition. Ça veut dire que l'année passée, ça s'est très bien passé et puis vous avez décidé de rebeloter. En fait, comme vous le savez, quand on parle d'une 2e édition, il y a eu certainement une première édition. Bien sûr. Alors, la première édition, l'année dernière, on n'avait pas mesuré l'ampleur de l'activité. En fait, on s'est dit, nous sommes dans le quartier et nous voulons offrir l'opportunité aux jeunes et du quartier et ceux d'ailleurs. Donc, quand on a ouvert la première édition, on n'a pas fait une restriction pour les participations, mais seulement qu'on avait un objectif. Parce que plus vous en avez beaucoup d'équipes et la canalisation est encore plus difficile. Donc, l'année dernière, on s'était fixé un objectif, comme cette année, c'était de limiter le nombre d'équipes à 16 équipes. Donc, dès qu'on a lancé l'information pour l'inscription, allez, tout le monde était là pour dire qu'on va s'inscrire. Donc l'année dernière, avec le soutien des autorités de ce pays, c'est-à-dire même le ministère des Sports, il y a beaucoup, il y a l'ATT qui nous a soutenus. En fait, plusieurs structures ont cru en nous l'année dernière pour la première édition. Alors, sans gêne, nous avons réussi, nous avons relevé le défi. Et le jour de la finale, je vous dis, le terrain ne pouvait pas contenir le monde. C'est pour la première édition. Alors, c'est fort de cela qu'on s'est dit qu'au-delà de la première édition, il nous faut maintenant ouvrir les portes de la 2e édition. Et qui ne va pas grandir? Tout le monde veut grandir. Alors, la première édition, je vous ai dit que le terrain a refusé du monde. J'ai dit qu'à cette 2e édition, elle est encore plus grande que la première. Et on va dire que la compétition a débuté depuis le 21 août. La compétition a débuté depuis le 21 août. En fait, on avait un objectif qui était plus important, qui était de donner le jeu aux joueurs, qui était de donner le spectacle à ceux qui viennent poursuivre. Donc, tous les soirs, au lieu de faire un coup KO, que ce soit aussi rapide, on a fait des phases de poule. Ces phases de poule nous ont donné plus de matchs à jouer. Donc, le terrain de Norin, de l'espace de Norin, qu'on appelle Papa Héros, en fait, juste avant la cité de l'Espérance, voilà, vous allez trouver le terrain là-bas. Tous les soirs, tout le monde se retrouve et c'était la bonne ambiance. Et on a donné en fait les principes que nous on voulait. On a organisé la compétition, c'était pour permettre aux jeunes de se détendre, de faire un brassage et leur donner aussi l'occasion de présenter en fait ce qu'ils ont déjà comme acquis. Donc dès le début, on a dit nous voulons et le fair play, nous voulons et le beau football. Donc ce sont ces deux mots qui ont guidé cette compétition. Voilà. Et maintenant, on s'approche de la finale. Oui. Donc dites-nous quelles sont les équipes qui vont s'affronter et comment ça va se passer. Alors, franchement, c'est vrai que ce n'est pas la période des remerciements, mais je vous dis que il a cité une centaine de personnes composent notre association. Quand on a dit qu'on va lancer la compétition, rapidement tout le monde a mis la main dans la pâte, tout le monde s'est engagé en quelque sorte. Donc, ce qui a facilité l'organisation de notre compétition. Et pour cette finale, 2 équipes ont réussi à tirer les épingles du jeu. Vous avez les Futuro Stars et Chelsea de Bisseguin. Voilà, Futuro Stars et Chelsea de Bisseguin sont ces 2 équipes qui vont s'affronter pour cette finale. Et cette finale qui est prévue, et je profite de votre antenne si vous le permettez en même temps encore, qui est prévue pour je dirais cette finale qui est prévue pour ce dimanche 10 octobre à 15h00. Vous serez servi en football, vous serez servi en spectacle. Et c'est sur quel terrain vous avez dit? Voilà, je vais donner facilement la description du terrain pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous venez du feu de Bisseguin, c'est-à-dire en quittant Tampuy, le dernier feu, c'est le feu de Bisseguin.
vous arrivez au feu de Biscuit, après le marché de bétail. Arrivé au feu de Biscuit, au lieu de continuer pour aller à Yagama et Basenko, vous bifurquez à gauche en fait. Et vous rentrez maintenant vers la cité de l'Espérance. Avant d'arriver à la cité de l'Espérance, avant de commencer la cité, c'est-à-dire avant la fin du goudron, à votre droite, dès le matin, on va commencer des animations, donc le bruit va vous interpeller. Dès votre droite, vous allez voir. Et puis bien sûr, le match, c'est pour la soirée. Alors, Monsieur Zonom, donc, qui est le président de cette association, quelles sont vos attentes pour cette finale de tournoi de Maracana? Bon, qu'est-ce que vous attendez? Bon, pour la finale, nous attendons une grande mobilisation de la part de la population de l'arrondissement 8 en particulier et de Ouagadougou en général. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme prix pour les lauréats, les deux équipes qui vont s'affronter en finale? Bon, en tout cas, pour les lauréats, nous avons prévu beaucoup de choses pour eux, parce que le premier repart avec un trophée, et avec une grosse enveloppe, avec un maillot de football griffé à des J, avec un ballon. Le deuxième, un trophée également, une enveloppe et un maillot de football griffé à des J, et puis un ballon. D'accord. Et l'enveloppe, c'est combien? Bon, pour le premier, pour la première édition, nous avons donné une enveloppe de 125 000. La première édition et pour la deuxième? Et pour la deuxième, pour cette année, je vais dire. Voilà, nous comptons donner une enveloppe de 150 000. D'accord. Ok. Et le deuxième? Le deuxième, l'année passée, c'était 100 000. Cette année, on compte donner 100 000 également. D'accord. Merci. Alors, comme vous comprenez, et selon ce que a dit le président, et en fait, quand on est dans une organisation, on a l'objectif de s'améliorer. Et ce qui a fait que cette année, on a facilité la tâche encore aux joueurs. Cette année, nous espérons encore augmenter les prix. Est-ce que vous aurez compris? Toutes les équipes qui sont classées premier, deuxième, troisième et quatrième seront primées comme l'année dernière. Alors, comme il a dit, on va augmenter un peu de 125 000 à 150 000, c'est notre souhait. Et qui sait, nos partenaires qui sont là, ils peuvent encore nous faire signe. Peut-être si eux, ils réagissent tous, allez voir, peut-être on va augmenter encore l'enveloppe. C'est notre souhait. Nous espérons aussi pour vous. On va finir par les numéros. D'accord. Numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous joindre. Bon, pour ceux qui veulent nous joindre, le numéro c'est 78 90 68 68. D'accord. Voilà. Et comme il rappelle encore son poste, c'est le président de l'ADJ, l'Association pour le développement des jeunes. D'accord. Et moi, je suis dans l'association, je suis le chargé à l'organisation de l'association en fait. Voilà. En plus d'être chargé à l'organisation, c'est pour ça que je suis le président du comité d'organisation pour cette édition, pour cette deuxième édition en fait. Et pour le contact, je réponds 70 55 70 99. D'accord. Voilà. Merci bien. Et puis voilà, on vous souhaite bon Maracana et puis bon spectacle. Avant que nous vous quittons, nous tenons vraiment à remercier. Voilà. Nous allons remercier les partenaires. Et particulièrement notre patron de la cérémonie, M. Lassane Sabadogo, et de la Caisse nationale de sécurité sociale, avec l'honorable Reine Sakandé, qui nous appuie beaucoup. Bon, avec le président des associations des promoteurs immobiliers, Sam Roger, et l'honorable Chourgou, qui est notre grand frère, qui nous soutient également beaucoup. D'accord. Alors nous allons remercier aussi, comme il dit, fini, merci Savane FM pour cette opportunité, le ministère des Sports et des Loisirs. Savane FM, merci à vous et longue vie à Savane FM. Merci d'être passé et puis voilà, on va vous raccompagner avec ceci. Merci. D'autres annonceurs sur ce plateau et nous sommes à présent avec Monsieur Calvin Thiam. Rappelons qu'il est le directeur général de l'entreprise Teco Carré. C'est une entreprise qui est dans le recyclage de matières plastiques, notamment qui fabrique des tables-bancs à base de matières plastiques. Bonjour à vous, Bonjour. Monsieur Thiam. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Bonjour le Faso. Alors, Teco Carré.
Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise? Teco Carré, c'est une société qui a pour vocation de pouvoir transformer tout ce que les gens appellent déchets plastiques pour en faire des produits écologiques. Et au jour d'aujourd'hui, nous mettons sur le marché des éco-tables-bancs, des meubles, parce qu'il faut dire, bon, au-delà des tables-bancs, pour qu'on puisse réellement comprendre que les déchets ne sont plus des déchets, il faut qu'on puisse commencer à proposer ces produits au sein des ménages. Et aujourd'hui, nous avons les tables à manger, les meubles de coin et aussi des meubles à vin. Donc ça, c'est beaucoup de fabrication en même temps et vous allez jusqu'à fabriquer des balises de sécurité. Tout à fait. Ça, c'est un gros challenge parce qu'on s'est rendu compte que sur la plupart de nos routes et la plupart aussi de nos ponts, il n'y a pas d'ouvrage de franchissement ou bien pas d'ouvrage de délimitation. Donc on a donc transformé tout ce que les gens appellent autrefois déchets plastiques pour en faire des produits vraiment résistants qui permettent donc de pouvoir sécuriser les routes au moment des virages. D'accord. Et pour parler des tables-bancs Teco Carré, vous avez procédé à la remise de tables-bancs Teco Carré à des écoles. Il y a donc quelques semaines. Dites-nous comment ça s'est passé et de quelle école s'agissait-il? Merci bien. Donc, du coup, nous pouvons dire que dans le cadre du projet de valorisation des déchets et de dotation des tables-bancs financé par l'OIF, avec le partenariat de l'Association pour l'entrepreneuriat vers le développement durable, Teco Carré a procédé à des remises de tables-bancs au sein de 2 lycées de jeunes filles pour la phase pilote. Donc, il s'agissait en fait du lycée de jeunes filles de Lumbila, qui s'est déroulé le 30 septembre 2021. Et également le 2 octobre 2021, on a également procédé dans la remise des tables-bancs de classe écologique au sein des lycées de jeunes filles de Saint-Camille. Il faut noter en fait que ce n'était pas que des remises de tables-bancs, parce qu'il y a une question qui est fondamentale, qui est l'éducation environnementale, qui est la gestion durable des déchets. Donc on a commencé d'abord par une formation en éducation environnementale auprès des jeunes filles de ces 2 établissements pour leur démontrer que ces tables-bancs que vous recevez, elles sont faites à partir des matières recyclées. Et au-delà de cela, on a transcrit en eux le tri sélectif, parce qu'il faut noter que si nos villes africaines sont sales, ou bien s'il y a pas mal de déchets, notamment les déchets plastiques dans les rues, c'est parce que nous, on nous a pas appris à trier ces déchets à la base. Donc du coup, à travers cette remise de tables-bancs écologiques, on a dû donc former les jeunes sur le tri sélectif en leur remettant des poubelles écologiques. D'accord. Et puis bien sûr, comme vous pouvez le voir à l'écran, ces élèves-là, ces tables-bancs sont déjà placés au niveau des classes. Et ces élèves sont sur ces tables-bancs Teco Carré. Quels sont les avantages de ces tables-bancs? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça? Il faut noter que non seulement ces tables-bancs sont écologiques, c'est-à-dire produits à partir des matières plastiques recyclées, mais également elles sont durables, car ça permet donc de lutter contre la déforestation, parce qu'il faut remarquer que la plupart de nos tables-bancs au sein des établissements scolaires sont faites à partir du bois, qui sont des produits importés et qui contribuent à la déforestation. Maintenant, du point de vue résistance, nos tables-bancs de bancs ont une durée de vie minimum de 10 ans. Donc du coup, on réussit donc à pallier un problème lié à l'environnement, qui est la lutte contre le péril plastique, à un problème lié contre le changement climatique et la déforestation, et également à des tables-bancs durables, parce que de nos jours on a des tables-bancs où chaque 2-3 ans il faut les rechanger. Pourtant, à travers les tables-bancs Teco, on peut facilement faire au moins 5 à 10 ans sans changer ce table-banc. Et le top départ est lancé au niveau du collège des jeunes filles de Lumbila et également au juvénat des jeunes filles de Saint-Camille. D'accord. En tout cas, ces 2 écoles ont déjà reçu leur table-banc et c'est pour cette rentrée scolaire. On se rappelle que la dernière fois, quand on vous a reçu, c'était pour parler de la promo spéciale rentrée scolaire. Quelle est la situation actuelle de cette promo? Il faut noter que on a eu pas mal d'engouement et déjà ces table-bancs ont été remis par le soutien de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et présentement, Nestlé Burkina a emboîté le pas également avec une commande de plus de 200 tables-bancs. Et vu en fait les demandes, on a dû donc repousser la promo jusqu'au 30 octobre 2021. Voilà, parce que 30 septembre, c'est passé. Tout à fait. Pour permettre à l'ensemble des organismes, des ONG, des fondations, ceux qui sont désireux d'opter pour les tables-bancs écologiques, durables et très résistants, donc de pouvoir nous contacter avant le 30 octobre 2021 pour pouvoir bénéficier donc de l'offre promotionnelle qui est de 15 à 25% en fonction du nombre de tables-bancs commandés. D'accord. Mais c'est vrai, on parle de réduction, mais est-ce qu'on peut avoir une idée encore des prix de ces tables-bancs-là et après réduction, qu'est-ce que ça donne? Tout à fait. Au niveau des prix, l'unité de table-banc
Teco est à 50 000. Pour des tables bancs, pour des quantités de 10 à 500, nous avons une réduction de 15%, ce qui le ramène à 42 500. Pour des commandes de plus de 500, nous avons une réduction de 20%, ce qui ramène le table banc à 40 000 francs CFA. Et pour des commandes au-delà de 1000, on applique une réduction pratiquement de 25%, ce qui ramène le table banc à 37 500. Est-ce que pour la promo jusqu'au 30 octobre, ça concerne uniquement les tables bancs, comme en plus des tables bancs, Teco Carré commercialise aussi des meubles Teco? Est-ce que ces meubles sont concernés? Non, avec le challenge, on a voulu prolonger la promo pour tout parce qu'on a eu pas mal de commandes, surtout des meubles de coin, des meubles à vin. Mais vu qu'on avait en fait une affluence de tables bancs et comme c'était la période de la rentrée, on ne pouvait pas remettre les tables bancs en dehors de la rentrée. Donc c'est la raison pour laquelle on a repoussé la promo sur tous nos produits jusqu'au 31 octobre 2021. D'accord, donc c'est tous les produits Teco Carré. Alors, pourquoi, selon vous, on doit saisir l'occasion de cette rentrée scolaire-là pour offrir des tables bancs Teco Carré pour certaines écoles ou même pour certains promoteurs d'écoles aussi décider d'acheter ces tables bancs Teco Carré? Il faut savoir que opter pour les tables bancs écologiques, c'est non seulement promouvoir l'éducation, mais tout en préservant notre environnement. Et c'est permettre à la jeunesse, aux plus jeunes, de comprendre qu'en fait, le déchet n'est plus déchet. Les déchets peuvent être transformés en produits écologiques et susciter en eux l'entrepreneuriat vert. Donc du coup, c'est la touche personnelle avec l'OIF, c'était de susciter non seulement l'entrepreneuriat vert, mais également l'entrepreneuriat féminin. C'est la raison pour laquelle pour cette première phase test, c'était au sein de deux écoles de jeunes filles. Donc du coup, c'est vraiment permettre à la jeunesse de comprendre qu'on peut innover avec ce qu'autrefois on appelle déchets. Et c'est le challenge qu'on a eu à faire avec ces éco-tables bancs de classe. Est-ce que pour chaque remise de table banc, vous essayez aussi d'échanger avec ces élèves-là, ou bien c'était le cas spécifique de ces deux écoles, pour peut-être les expliquer comment ça s'est passé la fabrication ou même comment entretenir aussi ces tables bancs? Il faut noter que toute remise de table banc au sein des établissements scolaires commence par une éducation environnementale. Parce qu'il faut recréer cette connexion entre l'homme et son environnement, entre l'homme et sa nature, entre l'homme et sa société. Essayer de démontrer aux plus jeunes qu'effectivement, il y a pas mal d'actions que nous, on n'a pas pu mener et que grâce à eux, ils peuvent challenger et recréer en fait cette économie circulaire. Donc on commence toujours par une éducation environnementale pour démontrer le bien fondé de ce table banc et démontrer en fait les différentes actions qu'on mène au-delà de ce table banc remise. Et pour l'entretien, est-ce qu'on doit, il y a une manière spécifique peut-être d'entretenir ces tables bancs Teco Carré? L'avantage des tables bancs Teco Carré, c'est qu'elles sont hydriques, ça veut dire qu'elles ne prennent pas d'eau. Ça veut dire chaque année, les élèves sont amenés à le laver pour qu'elles soient plus neuves, plus jolies. Et comme je le disais, on donne challenge pour minimum 10 ans et on invite chaque partenaire qui souhaiterait toucher du doigt ou bien voir ces tables bancs. Ils peuvent passer effectivement au niveau du collège de jeunes filles de Lumbila ou au sein du juvénat des filles de Saint-Camille pour découvrir ces tables bancs, toucher du doigt. Et l'année prochaine, on va faire encore une vidéo pour démontrer comment nos tables bancs par rapport au table banc en bois, comment au bout de 2-3 ans, comment ça se comporte pour réellement démontrer l'aspect innovation de ce table banc. Parce que vous suivez après aussi les produits que vous déposez donc, au niveau des écoles. Je pense que c'est vraiment un gros challenge, le suivi après-vente. C'est vraiment un accent qu'on veut vraiment mettre avec le département commercial pour réellement, comme c'est un projet innovant, on veut vraiment faire un suivi après-vente pour démontrer tout ce qui est écrit, qu'effectivement ce n'est pas que des écrits, ce sont des faits. Et puis on sait aussi que pour ceux qui sont intéressés peuvent passer aussi à votre siège pour regarder vos produits et puis voir comment vous travaillez aussi et puis commander. Pourquoi pas, vous êtes situé où? Nous sommes situés à la zone industrielle de Saba, vers Nyoko 1. Et pour nos contacts, donc vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'indications pour venir chez nous ou bien pour passer directement vos commandes des produits au 79 07 13 80 ou bien tout simplement nous envoyer un email à info@tecocarré.com ou également passer sur notre site internet www.tecocarré.com pour voir le panoplie de nos produits et peut-être passer des commandes directement en ligne, pas besoin de vous déplacer. Ok, merci bien. Merci. Quelque chose d'autre à ajouter, monsieur Tia? C'est juste lancer un message, comment dire, un cri de cœur. Il faut savoir qu'opter pour les éco-tables bancs écologiques, c'est non seulement promouvoir l'éducation, mais tout en préservant notre environnement. Et nous souhaitons réellement que la plupart d'organismes, la plupart d'institutions puissent opter pour ces meubles et également pour ceux qui sont à la maison, équiper vos maisons à partir des meubles écologiques.
c'est transmettre l'éducation environnementale auprès de vos proches et auprès de vos enfants. Merci. Bien sûr, c'est important. Je rappelle que nous recevions M. Calvin Thiam, il est le directeur général de l'entreprise Tekokari. C'est une entreprise qui est dans le recyclage et notamment, vous avez pu le voir à travers ces images, cette table-banc Tekokari, des tables-bancs donc faits à base bien sûr de matière plastique. Alors, pour la suite de cette émission, nous allons revenir à la rubrique à la découverte 2 avant de se quitter. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre. Alors, ce rond-point du 2 octobre est situé dans le quartier Bilbalgo en face du lycée Marianne Gwabi, au centre-ville de Ouagadougou. Ce monument du 2 octobre a un sens historique et social. Du haut de ces 4 mètres, le rond-point du 2 octobre est un support de ferraille. En haut de cette ferraille, il y a un livre ouvert à 3 sens sur lequel est inscrit du moins en blanc discours d'orientation politique. Sur le tronc est gravé également en blanc 2 octobre comme pour officialiser le nom de ce rond-point. Le rond-point du 2 octobre est un symbole important de la révolution démocratique et populaire de 1983 à 1987. Ce rond-point du 2 octobre a été érigé de moins suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 1983 lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, leader de la révolution. Le DOP, le discours d'orientation politique de 1983, disait entre autres « D'où sommes-nous venus et où allons-nous » Ce sont là les questions de l'heure qui exigent de nous une réponse claire et résolue qui, si nous voulons marcher hardiment vers de nouvelles victoires, c'est un extrait du discours d'orientation politique. Ce monument rappelle à la nouvelle génération ce discours mémorable consigné dans les annales de la Révolution. Un rappel, le discours d'orientation politique, comme son nom l'indique, est la référence théorique de la Révolution et il a été rédigé entre septembre et octobre 1983 par Valère Sommet, son ami d'enfance, donc l'ami d'enfance de Thomas Sankara. Il était chercheur, idéologue de la Révolution. Alors qu'initialement le travail de rédaction avait été confié à Philippe Ouedraogo, Blaise Compaoré, Valère Sommet et Thomas Sankara, ce sont ce que d'autres membres du Conseil national de la Révolution CNR, comme Souman Touré, ont rejeté plus tard. Cette semaine, nous nous intéressons au rond-point du 2 octobre 1983. C'est un rond-point que vous contournez, soit pour aller au lycée Marianne Gwabi, soit pour aller à l'Arlé, soit pour aller à Bilbalgo, soit pour aller à la mairie centrale ou encore pour aller à la place de la Nation. Ici, on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à cette émission. Bonjour le Faso et rendez-vous demain vendredi pour le dernier round de cette émission. Portez-vous bien et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. Au revoir.